Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes honorés de recevoir Florian Besson, médiéviste, membre du laboratoire Fremespa, rattaché à l'Université de Toulouse 2, professeur d'histoire-géographie. Il est spécialiste des États latins d'Orient et des croisades et travaille également sur les médiévalismes contemporains ainsi que sur les usages politiques de l'histoire médiévale. Pouvez-vous présenter votre parcours? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation dans votre podcast. Moi, j'ai fait des études d'histoire médiévale à Paris-Sorbonne. J'ai fait un master d'histoire médiévale en parallèle. Euh, J'étais à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. J'y ai passé l'agrégation d'histoire il y a quelques années déjà, ça date. Puis j'ai fait une thèse d'histoire médiévale que j'ai soutenue en 2017 qui portait sur les États latins d'Orient. Et depuis, j'enseigne dans le secondaire et en donnant des cours dans plusieurs universités un peu partout en France. Pour commencer, il serait intéressant de définir un peu qu'est-ce qu'une croisade, puisque la nature des croisades a longtemps été questionnée, notamment entre guerre sainte et pèlerinage. Quelle serait la définition que vous en donneriez? Ouais, de fait, c'est une question compliquée. Les médiévaux n'en ont jamais donné de définition unifiée. Ils n'ont jamais eu à cœur de définir précisément ce qu'est une croisade. Le terme même dans les langues vernaculaires, il apparaît bien après le phénomène. Et effectivement, comme vous le signez, c'est encore discuté par les médiévistes pour savoir si c'est plus un pèlerinage ou plus une guerre sainte. Et puis pour savoir s'il y a une croisade ou des croisades, avec notamment la question des croisades en Occident, des croisades politiques tardives, etc. Donc c'est des choses qui sont encore très discutées par l'historiographie. Globalement, aujourd'hui, on peut s'accorder pour dire qu'une croisade, c'est une expédition militaire organisée et légitimée par la papauté, qui du coup lui adosse un ensemble de privilèges. Le plus connu, c'est la rémission des péchés, mais il y a aussi des, on va dire, des avantages. Les croisés, par exemple, leurs biens sont sous la protection de l'Église pendant qu'ils s'engagent, leurs dettes sont gelées pendant qu'ils s'engagent, etc. Et donc tout ça, c'est sanctionné, validé, organisé par la papauté. Merci pour ces définitions. Donc on va commencer par introduire un petit peu la première croisade en parlant de l'appel d'Urbain II à la croisade. Que savons-nous de cet appel et quelles sont les raisons qui poussaient les hommes à s'y engager et quelle était la composition sociale des croisés? Alors, qu'est-ce qu'on sait de cet appel? Ben, on en sait à la fois beaucoup et pas grand-chose. En fait, on en sait pas mal de choses parce on n'a pas gardé les canons du Concile de Clermont, hein, de novembre 1095, quand le pape Urbain II appelle à la croisade, mais on a gardé des retranscriptions de son discours par des sources, des auteurs qui nous disent qu'ils y étaient. Sauf que, évidemment, comme toujours en histoire, on se rend compte quand on lit ces textes qu'ils disent pas la même chose. On a plusieurs auteurs qui disent, moi j'y étais et voilà ce qu'a dit le pape, et en fait, ils disent pas la même chose. Donc, ils n'ont pas entendu la même chose. D'où, évidemment, encore une fois, là aussi, des discussions historiographiques. On n'est pas sûr, par exemple, que le pape ait parlé des chrétiens d'Orient. Dans une des versions du discours, il dit qu'il faut aller délivrer les frères chrétiens d'Orient. Dans une autre, il n'en parle pas. On n'est pas sûr qu'il ait parlé de l'aide à apporter aux Byzantins. Pareil, ça apparaît dans une des versions, mais pas dans toutes. A priori, il a parlé de Jérusalem. Il a sûrement dû d'ailleurs faire parler Jérusalem, voilà, en parlant comme si c'était la ville qui s'exprimait par sa bouche, ce qui est une figure rhétorique puissante. Et il a probablement également, dans une admonestation, rappelé les seigneurs qui l'écoutent, parce que c'est essentiellement des aristocrates qui l'écoutent à ce moment-là, à se montrer à la hauteur de leurs ancêtres, notamment de Charlemagne, en reprenant une vieille légende selon laquelle Charlemagne aurait déjà placé les lieux saints sous son autorité. Voilà, donc on n'est Donc, pas vraiment sûr de ce qui s'y est dit. Par contre, on est sûr du résultat. On sait que voilà, cette prédication, elle rencontre un très grand succès. Elle est reprise par des moines et des clercs un peu partout dans la chrétienté latine occidentale. Et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'y engagent, venus d'un peu tous les milieux sociaux. Bon, la notion même de classe sociale, elle est à discuter hein, pour cette période de fin du XIe siècle. On n'est pas dans la société victorienne du XIXe siècle. Donc, les classes sociales sont sûrement moins étanches que ce que nous, on aurait tendance à considérer. Mais du coup, on trouve à la fois des aristocrates de différents niveaux de pouvoir, on va dire, de grands seigneurs très puissants comme le comte de Provence, et puis après des petits chevaliers sans terre qui s'engagent dans la croisade, mais aussi des clercs, des moines, des prêtres, et puis des gens du peuple, hommes comme femmes, qui s'engagent par milliers dans ce grand pèlerinage que le pape vient de déclarer à ce moment-là. Vous avez justement parlé des femmes, donc est-ce qu'il y a eu des figures marquantes féminines justement qui ont participé aux croisades?
Oui, alors bien sûr, les grandes figures marquantes, on va toujours convoquer Aliénor d'Aquitaine, qui accompagne son époux, le roi des Francs, dans la deuxième croisade, et voilà, et qui joue un rôle important à ce moment-là. Souvent, effectivement, quand on trouve des femmes dont le nom est attesté, c'est souvent des épouses qui accompagnent leur mari, ce qui n'est pas très autorisé par l'Église, qui en théorie en veut pas trop que les femmes partent, mais vu que la doctrine du mariage qui est promue à la même époque oblige à une communauté de vie, on n'est pas censé vivre loin de son mari, les femmes se servent en fait de cette clause pour négocier leur participation à la croisade. Mais on a également des femmes qui s'engagent seules, y compris des femmes du peuple. On a une source anglaise du début du XIIIe siècle qui raconte le pèlerinage de sa sœur Margaret, qui visiblement voilà, est partie toute seule comme une grande pour faire son pèlerinage et qui s'est retrouvée à défendre Jérusalem quand Saladin l'assiège en 1187. Donc on sait qu'il y avait des femmes, moins nombreuses que les hommes, évidemment, soit parce qu'elles s'engageaient dans le pèlerinage, soit parce qu'elles suivaient les armées, parce qu'une armée, elle est toujours suivie par un certain nombre de femmes qui servent à la fois de lavandières, de prostituées, ce genre de choses. Concernant les sources, comment la confrontation des chroniques latines, arabes, syriaques et arméniennes, ainsi que l'archéologie, nous permettent de repenser les croisades? Ouais, pendant longtemps, les croisades, elles ont été écrites avec un point de vue très occidentalo-centré, et avec des sources très occidentales. En fait, on a des chroniques latines très belles, ce qui explique aussi pourquoi on s'est concentré sur elles. C'est de très très belles œuvres littéraires. Les chroniques de Fouché de Chartres, de Guibert de Nogent, d'Albert d'Aix, un peu plus tard de Guillaume de Tyr, c'est de très très beaux textes. Mais en fait, dès le 19e siècle, il y a eu un effort pour traduire des textes arabes, alors des traductions qui étaient partielles, fragmentaires, qui n'étaient pas toujours très bonnes, mais il y avait quand même eu déjà cette volonté en fait d'aller regarder du côté des Arabes, une volonté qui s'est beaucoup amplifiée depuis, mais qui reste en fait encore largement à faire. Dans un livre tout récent, Abbès Zouache, qui est un spécialiste de ces questions, il pointe tout ce qui reste à faire si on veut écrire une vraie histoire à parts égales, en montrant que en fait les sources continuent de s'ignorer et les historiographies continuent de s'ignorer. Les historiens arabophones ne lisent pas les historiens anglais ou français, et les historiens anglais ou français ne lisent jamais leurs collègues égyptiens, syriens, yéménites ou autres. Donc il y a vraiment deux historiographies qui dialoguent très peu, ce qui est normal puisque c'est un coup d'entrée qui est pas évident. Il faut déjà maîtriser le latin, l'ancien français, c'est déjà beaucoup. Pour maîtriser en plus l'arabe médiéval, l'arménien, le syriaque, etc. Donc c'est des coups d'entrée qui sont pas simples, ce qui veut dire que c'est une histoire qui peut s'écrire que collectivement. Et si on ajoute l'archéologie, c'est encore plus le cas. Effectivement, l'archéologie des croisades, elle est vieille maintenant, elle date de plus d'un siècle, qu'il y a des fouilles scientifiques en Orient latin, d'abord sur les fortifications, puis maintenant sur des villages permettant de mieux comprendre des choses de la vie quotidienne, etc. Mais là aussi, du coup, c'est forcément des travaux collectifs. Plus personne aujourd'hui ne peut prétendre embrasser toutes les sources et maîtriser les sources à la fois littéraires, numismatiques, sigillographiques, archéologiques, etc. Dans l'ouvrage 10 questions sur les croisades, on peut lire sous la question combien y a-t-il eu de croisades cette réponse. Retenir que 9 croisades revient à passer totalement à côté de ce qu'était la croisade à l'époque. Les 9 croisades sont des arbres qui cachent une infinité de petites croisades moins visibles car moins connues. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette citation? Oui, alors depuis longtemps, là encore depuis le 19e siècle, on a essayé de découper et de numéroter les croisades. Les médiévaux le faisaient jamais, hein. Il n'y a aucune source médiévale qui dirait ceci est la troisième croisade ou ceci est la cinquième croisade. De toute façon, encore une fois, ils parlaient pas de croisade et ils n'avaient pas cette volonté de numéroter et de lister. Bon, en soi, c'est pas grave de numéroter et de lister les choses, c'est pratique. C'est un outil scientifique, c'est un outil pédagogique, ça permet de gagner du temps. Voilà, ça permet d'être sûr qu'on parle à peu près de la même chose quand on parle de la quatrième croisade ou de la troisième croisade. Donc, c'est pas gênant. Là où c'est gênant, c'est que du coup, on se concentre en fait sur un certain nombre d'expéditions qu'on choisit selon des critères parfaitement arbitraires. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de distinguer plutôt celle-ci qu'une autre. Alors, on va dire la première croisade, oui, évidemment, elle a un sens parce que voilà, c'est la première, donc il y a quelque chose qui se joue. Mais ensuite, on retient la deuxième croisade en 1148 après la chute d'Édesse. Mais en fait, entre les deux, il y a 50 ans qui se sont passés, 50 ans où il y a eu en permanence des expéditions de croisade, des croisés qui se sont engagés, qui ont pris la croix, soit dans des grandes expéditions où ils partent à plusieurs milliers. En 1101, le comte de Blois, il mène plusieurs milliers de combattants en Orient, soit des gens qui prennent la croix tout seuls, individuellement, comme pénitence,
comme démarche spirituelle, et du coup qui prennent un bateau et qui arrivent tout seuls en Orient. Et en fait, tout ça, c'est des croisades. Ça veut dire que la croisade, c'est comme, comme une rivière qui coulerait en permanence. Et l'Orient latin, d'ailleurs, il a besoin de ce flux de population, de ce flux de combattants qui viennent se battre, des fois quelques mois, des fois quelques années en Orient latin. Et du coup, vous voyez, on retient quelques croisades, on les numérote, on se concentre sur elles, et puis du coup, on en oublie en fait plein d'autres, on oublie toutes ces expéditions qui sont moins connues, alors même que, évidemment, elles participent tout autant que les autres de l'histoire de ce phénomène. Oui, et puis du coup, ça réduit en fait l'étude à un champ géographique, alors que les croisades, ça ne se limite pas uniquement à l'Orient. Oui, oui, par ailleurs, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Bien sûr, c'est qu'en plus, quand on dit comme ça, les croisades, et quand on dit la septième croisade, ou quand on écrit un livre qui dit la dernière croisade, en parlant de celle de Saint-Louis, ben, on oublie le fait qu'en fait, des croisades, il y en a eu littéralement des centaines, parce que c'est un outil que la papauté va ensuite utiliser d'abord en péninsule ibérique, puis un peu partout en chrétienté latine, contre des populations qui sont étiquetées comme hérétiques, donc en fait des mouvements de dissidence religieuse d'hétérodoxie généralement très peu organisée, mais que la papauté va identifier comme des ennemis et organiser des croisades. Et puis après, hein, la papauté va également s'en servir contre des adversaires politiques. Il y a des familles de l'aristocratie romaine, par exemple, qui vont être désignées comme cible d'une croisade. Donc voilà, la papauté émet les mêmes privilèges spirituels que pour aller se battre à Jérusalem ou sur les rives du Tage ou autour de Grenade ou contre les Albigeois. Et du coup, en fait, des croisades, il y en a absolument partout, quoi. Et les croisades baltes contre les populations païennes, menées notamment par les chevaliers teutoniques, etc. Du coup, effectivement, quand on parle comme ça de la deuxième, la troisième, la quatrième croisade, à chaque fois, c'est un tropisme oriental. On retient que celle autour de Jérusalem, qui avait une place forte à l'époque hein, dans la spiritualité des médiévaux. Ça, c'est sûr qu'il y avait une spécificité de ces expéditions, parce qu'il y a une spécificité de la Terre Sainte. Mais effectivement, du coup, ça revient un peu à une illusion d'optique de se concentrer que sur une toute petite partie du tableau, en fait. On entend souvent parler des Templiers. Comment était constitué cet ordre et quels sont les autres ordres religieux créés par les croisades? Les Templiers, c'est un ordre qui émerge au début, dans les deux premières décennies du XIIe siècle. C'est des chevaliers qui, avant tout, veulent protéger les pèlerins. Donc, c'est le premier objectif qu'ils vont se donner, hein, de sécuriser les lieux saints, protéger, accompagner, guider les pèlerins. Et petit à petit, c'est un ordre qui va connaître un très grand développement, d'abord économique, avec en fait des seigneurs qui vont lui donner des terres, des granges, des moulins un peu partout, et du coup, qui va permettre une extension européenne de l'ordre jusqu'à sa chute sous Philippe le Bel. Et effectivement, ça stimule la naissance d'autres ordres, en fait, qui se greffent sur des structures qui existaient déjà en partie, hein, les hospitaliers, par exemple, voilà, qui, comme le nom l'indique, se donnent une mission hospitalière, c'est-à-dire c'est pas du médical comme aujourd'hui, mais c'est du soin et de la protection de personnes vulnérables, on va dire. En fait, là, ça se greffe sur une structure qui avait déjà été fondée à Jérusalem pendant le XIe siècle, notamment par les Amalfitains qui avaient déjà créé un hôpital, etc. Et du coup, après, ça stimule la naissance de plusieurs de ces ordres religieux militaires. Donc, les plus célèbres, c'est les Templiers, les Hospitaliers, les Teutoniques, présents en Terre Sainte, mais qui vont s'illustrer dans les croisades baltes. Mais dans la péninsule ibérique, il y a en fait plein d'ordres religieux militaires moins connus qui vont apparaître entre, on va dire, la fin du XIIe siècle et la première moitié du XIIIe siècle, avec des statuts extrêmement différents, parce qu'à chaque fois, il y a des règles donc, qui expliquent comment la vie quotidienne est organisée, qui peut le devenir, etc. Les croisades, elles donnent lieu à des périodes d'affrontement et de coexistence entre communautés. Ont-elles favorisé à la fois des transferts culturels et techniques tout en maintenant des rapports de domination et des réactions de rejet? Oui, 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 bien sûr, oui, votre question, elle est très bien posée. Et oui, c'est exactement ça. C'est que, en fait, ce qui est toujours délicat, c'est qu'il faut réussir à penser ensemble les conflits et les échanges. Il faut comprendre que c'est pas deux phénomènes, que c'est pas l'un ou l'autre. C'est même pas deux facettes d'une pièce, comme si on jouait à pile ou face et tantôt ça tombe sur conflit, tantôt ça tombe sur échange. Les deux, c'est vraiment en même temps, c'est mélangé comme un tissu où les fibres seraient complètement mélangées, quoi. Et on en a des sources hein, quand Ibn Jubayr, c'est un pèlerin musulman qui traverse l'Orient latin, il raconte en disant, voilà, je suis sorti de la ville, il y a les soldats qui partaient à leur bataille, les marchands qui partaient faire leurs affaires, les deux marchaient sur la même route, et puis au bout d'un moment, ils se sont séparés et chacun est allé faire son business
de son côté, quoi. Et donc, effectivement, il y a à la fois tout le temps un arrière-plan du conflit. Les États latins d'Orient, ils sont en guerre permanente, hein, tout le temps contre un voisin ou un autre. En plus de ça, il y a au quotidien, comme vous le dites, des rapports de domination, de hiérarchisation entre les communautés, où du coup les Latins, en fait, se placent au sommet de la hiérarchie et construisent tout un ensemble ensuite de hiérarchies fines, imbriquées, emboîtées les unes dans les autres pour assurer leur domination. Et pour autant, ça n'empêche pas, voire en fait, en réalité, ça stimule des échanges culturels, des échanges techniques, des échanges linguistiques. Antioche, notamment, hein, qui est une des plus grandes villes à l'époque, avec des dizaines de milliers d'habitants. C'est une grande capitale intellectuelle dans laquelle des intellectuels européens vont venir pour traduire des textes. Hein, c'est là, par exemple, qu'un traducteur pisan qui s'appelle Étienne de Pise traduit les éléments d'Euclide, qui ensuite vont être ramenés en Occident et diffusés en Occident. Hein. Et puis, il y a des transferts techniques dans, par exemple, l'industrie sucrière, il y a des transferts dans les techniques de construction, il y a des transferts linguistiques dans les deux sens. Les Latins, ils récupèrent des mots venus de l'arabe comme, je sais pas, gazelle ou sirop, par exemple. Et puis les Arabes, ils récupèrent des mots venus du latin comme anguille ou vassal. Voilà. Donc effectivement, en fait, il y a ces transferts culturels. Mais encore une fois, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en aucun cas l'existence de ces transferts culturels ne neutralise ni la violence ni les dominations. En fait, il y a pas de tolérance, qui est un concept anachronique qu'on trouve encore souvent dans les manuels du secondaire pour la Sicile ou pour Al-Andalus, par exemple. En réalité, ça fait longtemps maintenant que les médiévistes ont critiqué cette notion et ont montré tout simplement qu'elle elle fonctionnait pas pour les sociétés médiévales. Petit à petit, les idées du christianisme qui condamnaient la violence guerrière ont été remplacées par l'idée adoptée par l'Église romaine que la violence est légitime lorsqu'il s'agit de défendre la foi. On va parler alors donc de l'homicide qui devient le malicide. Comment expliquer ce revirement? Ouais, ça n'a pas été simple en fait hein, pour en venir à cette idée. Effectivement, la formule que vous citez, c'est une formule de Bernard de Clairvaux hein, dans son éloge de la nouvelle chevalerie, donc un texte qu'il fait pour défendre les Templiers, pour en faire l'éloge. Preuve que d'ailleurs les Templiers à cette époque, il y a pas mal de gens qui le regardaient d'un air un peu sceptique, en disant qu'est-ce que c'est que cette idée de gens qui suivent une règle religieuse comme des chanoines, mais en même temps qui se battent comme des chevaliers, c'est un peu bizarre. Et dans ce texte, Bernard, il dit effectivement quand tu t'engages, quand tu prends la croix, en gros, et que tu tues quelqu'un, tu commets pas un homicide, tu commets un malicide. Donc, au lieu d'avoir des points en moins sur ton bilan que tu devras présenter au moment du jugement dernier, au contraire, tu as des points en plus, en gros. Et ça, c'est le résultat d'une très longue évolution qui, effectivement, part d'un message complètement opposé. Hein. Le Christ, il prêche avant tout la non-violence. Il interdit à Pierre de le défendre par l'épée lorsqu'il se fait arrêter dans le jardin des Oliviers. Donc, il rappelle plusieurs fois hein, que son royaume n'est pas de ce monde, etc., etc. Et en fait, petit à petit, l'Église latine, elle a d'abord construit une pensée de la guerre juste avec Saint Augustin, avec l'idée que dans certains cas, la violence, elle est nécessaire quand il faut se défendre. D'accord. Et petit à petit, même quand on dit petit à petit, il faut vraiment réaliser que c'est une construction qui a pris littéralement des siècles à maturer, à être testée, à être forgée petit à petit. Petit à petit, on est allé vers une idée de la guerre sainte. C'est-à-dire que la guerre, elle n'est pas seulement un mal nécessaire, mais que dans certains cas, elle peut être une bonne chose. Elle peut être sacralisée, sanctifiée, et donc mener à l'indulgence plénière, comme c'est le cas pendant la croisade. Ça veut dire que s'engager pendant la croisade et encore plus mourir en croisade vous ouvre directement les portes du paradis. Et là où on réalise que c'est quand même une construction, on va dire, théologique assez fragile, c'est que d'une part, elle a jamais fait l'unanimité en Occident. Hein, Martin Aurèle, il a écrit un livre qui s'appelle Des chrétiens contre les croisades, dans lequel il montre que même en Occident, il y a un certain nombre de clercs qui n'ont jamais accepté cette idée, en fait, qui ont toujours manifesté, on va dire, un profond scepticisme vis-à-vis de ça, en revenant au message de l'Évangile, en disant oui, mais désolé, ça colle pas. Le Christ a dit tu ne tueras pas, donc on ne tue pas. Et puis les autres christianismes n'ont jamais en fait accepté cette idée de la guerre sainte. À l'exception des Arméniens qui ont bricolé leur propre pensée de la guerre sacralisée, sinon les autres, les Syriaques, les Jacobites, les Coptes, ce qu'on va appeler les orthodoxes, donc l'Église grecque, eux, ils n'ont jamais accepté ça. Et donc les Grecs, par exemple, c'est assez flagrant, alors même qu'il y a une Église d'État, etc. À Byzance, quand tu tues quelqu'un, bah, c'est un meurtre. Même si tu es un soldat de l'empereur et tu tues un musulman sur les remparts de Constantinople, bah, c'est quand même un meurtre. Ça veut dire que c'est quand même pas bien. Il faut quand même faire pénitence pour expier ce meurtre. C'est ça que ça veut dire, quoi. Alors qu'au contraire, un croisé, bah, vous avez vu, c'est l'inverse, quoi. Un croisé, quand tu tues quelqu'un, non seulement c'est pas un meurtre,
mais en plus, ça rachète les autres péchés que tu as fait. Donc là, il y a vraiment en fait une spécificité de l'Église latine qui a construit voilà, une théorie de la guerre sainte, qu'elle a ensuite utilisée très largement pendant des siècles, qui a influencé très profondément, qu'on va retrouver pendant les guerres de religion, qu'on va retrouver pendant les colonisations du 18e, 19e siècle, jusqu'à ce que l'Église du 20e siècle renonce officiellement, notamment pendant le Concile de Vatican II, à cette doctrine, à la fois en renonçant et en s'excusant de ce qui est aujourd'hui présenté comme une déviation de la foi. Justement, en Orient, on peut identifier au moins 7 christianismes. Quelles furent les différentes réactions des chrétiens face aux croisades? Alors effectivement, c'est important de rappeler que quand les croisés ils débarquent en Orient pendant la première croisade, l'Orient à cette époque, il est majoritairement chrétien. Les musulmans, ils sont encore minoritaires. Et en fait, c'est plusieurs christianismes qui ont chacun leurs propres églises, leurs propres clergés, leurs propres dogmes, plus ou moins proches de l'Église catholique. La présence des croisés, elle va stimuler un dialogue entre églises, ce qu'on appelle un dialogue œcuménique, quand on discute entre églises différentes, avec l'idée d'essayer de refusionner en fait tous ces christianismes et ça va pas marcher, à l'exception des maronite qui acceptent de rejoindre l'Église catholique à la fin du XIIe siècle. Toutes les autres églises restent et existent encore aujourd'hui comme des églises indépendantes et autonomes. Et du coup, la réaction de ces chrétiens d'Orient, ben, elle est difficile à voir faute de sources. En fait, on a des quelques sources, mais qui sont rédigées par des élites ecclésiastiques, donc par des moines ou des évêques de ces religions-là. Mais en fait, on n'a pas de sources, comme souvent, qui seraient rédigées par les paysans de base qui forment le gros de la population. Donc en fait, en vrai, et c'est toujours frustrant en histoire en général et en histoire médiévale en particulier, on ne sait pas. Je ne sais pas comment la population d'Antioche a accueilli l'arrivée des croisés, comment la population de Jérusalem a accueilli l'arrivée des croisés. On a des exemples dans lesquels, des fois, ils sont très contents, ils organisent des processions, ils sont contents d'être libérés de la tutelle des musulmans. On a des exemples dans lesquels ils ont l'air au contraire très inquiets parce que nouveaux maîtres, ça veut dire nouveaux équilibres, potentiellement nouveaux impôts, on ne sait pas trop. Et puis on a des exemples dans lesquels on a l'impression qu'ils s'en moquent, que c'est un seigneur de plus dans une région qui est habitué à ces changements politiques depuis 100 ans, et donc juste la roue tourne avec des nouveaux maîtres, une nouvelle langue, des nouvelles règles à respecter, mais que globalement, ça change pas beaucoup la vie quotidienne. Mais encore une fois, on ne le sait pas, parce qu'on n'aura jamais le journal intime d'une paysanne de la région autour d'Antioche. Et si on l'avait, bah, je sais pas, ça se trouve, elle a peut-être même pas remarqué ce qui se passe, ou ça se trouve, elle l'a remarqué et elle aurait un jugement hyper original à nous dire, mais on peut pas le savoir. On va maintenant parler d'une figure donc très connue de cette période. Donc on va parler de la figure de Saladin. Comment expliquer cette construction contrastée de la figure donc de Saladin entre idéal chevaleresque et figure controversée? Oui, alors ça a été bien travaillé par des historiens et des historiennes depuis longtemps, effectivement. En fait, les Occidentaux éprouvent tôt le besoin de s'approprier la figure de Saladin, tout simplement parce qu'il a gagné, parce qu'il les a battus. Saladin, c'est l'architecte de la chute du royaume de Jérusalem, c'est celui qui reprend Jérusalem en 1187. La troisième croisade organisée par le roi de France et le roi d'Angleterre échoue à reprendre Jérusalem, parvient tout juste à stabiliser les États latins d'Orient autour de Acre et de quelques places fortes frontalières. Donc Saladin, il a gagné. Et du coup, en fait, très vite, il y a des auteurs occidentaux, comme pour atténuer un peu le choc de cette défaite, qui vont transformer, qui vont occidentaliser Saladin. Donc soit on en fait un latin, le descendant d'un chevalier latin, comme dans le roman La fille du comte de Ponthieu. Voilà, on invente un chevalier capturé en Orient et puis qui est le grand-père de Saladin. Donc, du coup, tout de suite, ça devient plus acceptable de s'être fait battre parce qu'en fait, c'est l'un des nôtres. Ou alors, on lui invente une christianisation sur son lit de mort. Saladin aurait secrètement accepté le baptême. Ou alors, on le transforme en parfait chevalier. On lui prête des valeurs courtoises, etc. Puisque là encore, du coup, ça rend plus acceptable le fait de s'être fait battre par quelqu'un qui est plus proche de nous. Et du coup, tout ça, ça participe d'une romantisation de la figure de Saladin, qui est redoublée par le fait que Saladin, c'est un redoutable, j'allais dire propagandiste. Le terme est pas bon, mais disons qu'il est très attaché à construire son image. Et donc, il va payer des secrétaires, des poètes, etc., pour construire toute une image dorée autour de lui, en mettant en scène sa générosité, son courage, sa piété, etc. Et donc, en fait, tout ça, ça fait une matrice qui traverse les siècles, qui explique voilà, la figure très positive de Saladin au XVIIIe siècle, par exemple, par les auteurs des Lumières,
dans la pièce de théâtre Nathan le Sage, ou encore hein, dans le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott, où on a cette scène où Saladin replace soigneusement un crucifix sur l'autel pour montrer que c'est une figure pieuse, tolérante, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est construit vraiment contemporain au règne même de Saladin. On va parler à présent du concept de djihad. Donc, il existait avant les croisades, mais elle marque un tournant dans sa recodification. Pouvez-vous nous en dire davantage? Comment les croisades ont changé les définitions et les compréhensions du djihad? Alors, ben, c'est discuté. J'aurais pas donné la même réponse il y a quelques mois. Preuve que l'histoire, c'est une science qui évolue, etc. Pendant longtemps, on a dit effectivement le djihad, c'est un concept qui existait bien avant la croisade, qui a été mis en œuvre par les Omeyyades, puis par les Abbassides, une guerre à la fois défensive et offensive pour étendre le dar à l'islam et puis qui est en gros à peu près mis en sommeil au XIe siècle du fait de la reconfiguration du monde islamique, quoi. Et puis pendant longtemps, les historiens et historiennes ont dit, ah, les croisades suscitent un renouveau du djihad, un renouveau de la pensée du djihad, avec des traités comme celui d'Al-Sulami, qui va être redécouvert, avec des figures comme Zengi, puis Saladin, qui vont se poser comme champions du djihad, etc. Et puis récemment, dans le livre dont je vous parlais, là, le livre d'Abès Zouache, hein, qui s'appelle La croisade, une histoire partagée, qui est sorti vraiment il y a quelques semaines, hein, Abès Zouache critique un peu cette vision en disant que ça repose pas sur grand-chose. Le texte d'Al-Sulami, par exemple, visiblement, il a été très peu lu, très peu diffusé. Donc, certes, il y a une redécouverte du concept du djihad, mais bon, si c'est dans un manuscrit que personne n'a lu, écrit par quelqu'un que personne n'écoutait, on peut pas vraiment dire que les croisades ont mené à une redécouverte du concept, quoi. Et du coup, il invite à être assez prudent sur cette idée. Je vais me permettre de réserver mon jugement en attendant de voir ce que les historiens et historiennes en font. C'est pas dit que dans 2, 3, 4 ans, on dise exactement la même chose que ce qu'on disait il y a 2 ou 3 ans. Le terme de colonisation est parfois utilisé pour parler des croisades, donc sa définition est complexe et son usage peut sembler anachronique. Ce concept peut-il être utilisé pour parler des croisades? Alors oui, il peut l'être, bien sûr, comme tous les concepts. Le fait que ça puisse nous sembler anachronique, c'est pas quelque chose qui doit nous retenir, puisque encore une fois, comme je le disais, le concept même de croisade, il est anachronique. Si on devait utiliser que des concepts qui existent à l'époque sur lesquels on travaille, on serait bien embêté. Je rappelle qu'au Moyen Âge, il n'y a pas de concept d'économie, il n'y a pas de concept de politique, il n'y a pas de concept de société. Donc déjà, ce serait vachement compliqué d'écrire un manuel d'histoire médiévale si on n'a pas le droit d'employer ces mots. Donc, en soi, ça, c'est pas quelque chose qui doit nous arrêter. Après, la question, c'est est-ce qu'il est pertinent pour décrire le phénomène? Et en réalité, ce qui est compliqué avec ce concept de colonisation, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'il y a des historiens dans les années 1930 qui ont pensé les croisades par rapport à la colonisation de leur époque. Donc, qui ont fait des croisades, en fait, une première vague de colonisation et comme un modèle à suivre ou à ne pas suivre. En France, c'est René Grousset, par exemple, quand il décrit le royaume latin de Jérusalem, il en fait explicitement un modèle à suivre pour ce que la France doit faire en Algérie, en disant, voilà, les croisés, ils ont réussi à faire ça, 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 ben, ça devient une checklist de ce que nous, on doit faire pour recréer notre empire colonial. Du coup, vous voyez, ça a rendu un peu frileux après les spécialistes de la croisade de s'attaquer à ce concept de colonisation, puisqu'il avait été utilisé politiquement. Et la deuxième raison, c'est que c'est un mot, en fait, qui est très chargé d'imaginaire et notamment qui est très chargé d'un imaginaire pour le coup très contemporain. En fait, quand on parle colonisation, les images qui nous viennent en tête, et c'est normal, c'est la colonisation de l'Algérie, du Congo, de l'Asie du Sud-Est par les empires industriels européens du 19e siècle. Un peu comme quand on parle d'esclavage, a priori, la première image qui nous vient en tête, c'est l'esclavage atlantique et les plantations américaines du 17e, 18e siècle. Je pense vraiment qu'on pourrait faire le test. On dit aux gens, esclavage, fais-moi un dessin. Et il dessinerait ça, en fait. Il dessinerait des noirs enchaînés dans un bateau ou dans un champ de coton. Et de même qu'il a existé des formes très variées d'esclavage, en fait, il y a eu des formes très variées de colonisation. Les Grecs de l'Antiquité, quand ils vont fonder Marseille, bah, c'est une colonisation. L'Empire chinois qui s'étend sur le Cambodge, etc., c'est une colonisation. Donc, en fait, il faut pouvoir parler de colonisation en le détachant de toutes les imaginaires et les pratiques associées à la colonisation contemporaine. Et en ce sens, du coup, oui, on peut dire que les croisades, c'est un phénomène colonial, au sens où une élite étrangère va imposer son autorité sur une majorité qui, du coup, devient une minorité juridique, quoi. C'est ça le sens de colonisation au sens de Georges Ballandier, voilà, une petite élite venue d'ailleurs, moins nombreuse que la masse qu'elle gouverne. Et du coup, là, oui, effectivement, c'est une colonisation. Mais vous voyez, c'est une colonisation, du coup, qui n'est pas du tout celle du 19e siècle. Il n'y a pas d'exploitation économique,
Il n'y a pas de mission civilisatrice, il n'y a pas de pensée raciale, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de métropole, etc. Donc, en fait, on pourrait dire en quelque sorte, hein, comme le disait l'historien allemand Hans Mayer, c'est une colonisation sans colonialisme. Voilà. Donc, ça permet de détacher un peu les deux concepts. De quelle manière le mouvement des croisades a-t-il été instrumentalisé par la politique? Alors, de manière plurielle, nombreuse, diverse, et qui ne cesse de se reconfigurer aujourd'hui, hein. Il y a quelques semaines, il y a un membre du Congrès états-unien en pleine offensive des États-Unis sur l'Iran, hein, qui a posté une vidéo représentant Trump et Pete Hegseth en croisée, marchant avec une musique épique, etc. Donc, bon, les croisades, elles ne cessent d'être réinventées, du coup, dans des sens en fait très, très variés. Il y a vraiment une longue postérité de l'idée de croisade dans des sens critiques. Au XVIIIe siècle, par exemple, Voltaire, il déteste les croisades. Il en fait vraiment la figure de à la fois la domination aristocratique, la domination de l'Église, la brutalité d'un Occident contre un islam plus tolérant, plus avancé scientifiquement, etc. Donc ça, c'est un usage politique. Au contraire, au XIXe siècle, ça va être utilisé pour légitimer la colonisation. On va dire, voilà, nous, les fils de croisés, on a une mission, on a une responsabilité, on a un devoir qui est celui de reprendre l'Algérie, de reprendre la Syrie comme Saint-Louis avant nous. Et puis ensuite, ça va être utilisé pendant les guerres mondiales à des fins de propagande. Des deux côtés, les adversaires vont se représenter comme des croisés et leurs ennemis comme du coup des cibles d'une nouvelle croisade, que ce soit les nazis, l'URSS, les Alliés, tout le monde puise dans cette imagerie de la croisade parce que bah, c'est puissant. C'est également dans cette époque qu'on va commencer à organiser des croisades pour tout et n'importe quoi. Par exemple, dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, il y a une grande croisade contre l'alcool avec des femmes qui s'organisent dans des ligues de tempérance, mais qui s'appellent des croisés, quoi. Parce que effectivement, le terme, il est puissant et qui véhicule tout un ensemble d'imaginaires. Donc, en fait, voilà, il y a en permanence des réécritures, des instrumentalisations très différentes. Celle qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est une réappropriation de la figure des croisés, de l'imaginaire de la croisade par, on va dire, les extrêmes droites européennes et états-uniennes, dans un contexte dans lequel on s'oppose à l'islam, à l'immigration, aux musulmans, etc., avec la lecture héritée de Samuel Huntington hein, d'un choc des civilisations. Bon, un truc qui est parfaitement fantasmé et totalement faux, mais que beaucoup de gens prennent pour vrai ou aimeraient que ce soit vrai. Et du coup, dans ce contexte-là, là, c'est sûrement aujourd'hui la réécriture de la croisade la plus visible. Vous avez consacré plusieurs travaux à l'utilisation de l'histoire dans la culture populaire, donc vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Le Puy du Faux. Quel regard portez-vous sur la représentation des croisades dans la culture populaire? Et vu que les croisades, elles sont moins nombreuses qu'on pouvait s'y attendre dans la culture populaire. Alors, elles sont là, bien sûr, il y a eu des films, etc. Mais finalement, elles sont moins nombreuses que les Templiers, par exemple, justement parce qu'elles ont toujours été un peu sulfureuses. C'est une histoire de guerre, quand même des histoires avant toute violence, donc c'est pas si simple de l'adapter en jeu de société, par exemple. C'est flagrant de voir qu'il y a peu de jeux de société sur les croisades. Et puis le contexte contemporain fait qu'il y a aussi beaucoup de créateurs qui sont un peu frileux par rapport à ces sujets. Et voilà, autant on a des Robin des Bois à l'appel, tous les 6 mois, on a une réécriture de Robin des Bois, autant on a des Rois Arthur. Alors là, ça doit être tous les 3 mois. Mais par contre, les croisades, de fait, voilà, depuis le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, qui a maintenant 25 ans, il n'y a pas eu de grands blockbusters hollywoodiens sur les croisades, par exemple. Il n'y a pas eu de série Netflix sur les croisades. Il n'y a pas eu de jeux vidéo majeurs sur les croisades. Alors certes, il y a Crusader Kings, certes, il y a Assassin's Creed dans un contexte de croisade, mais finalement, c'est assez discret en réalité, cette présence populaire. Par contre, après, comme toujours, dès qu'on creuse, ben, on se rend compte qu'en fait, les croisades sont un peu partout, dans des romans, dans des BD, dans des pièces de théâtre, soit sous des traitements réalistes, donc entre guillemets, hein, dans des romans historiques, mais on a aussi, par exemple, des romans de science-fiction ou des comics de super-héros qui vont aller puiser dans l'imaginaire de la croisade pour en faire des choses, voilà, encore une fois, très différentes. Batman, il est surnommé The Cape Crusader, quoi, donc le croisé à la cape. Donc on va aller puiser dans l'imaginaire du chevalier engagé dans une cause personnelle, etc., etc. Là encore, en fait, tout ça, c'est des enjeux d'écriture, de réécriture, de réinvention, d'influences multiples qui sont très intéressantes à analyser et à disséquer dans le détail, bien sûr. Il y a une œuvre en particulier, des fois, que vous recommandez quand on vous parle de croisade, enfin, c'est une petite curiosité. Ouais, moi j'aime bien une BD française qui s'appelle Croisade, hyper original hein, comme titre, en 8 tomes, qui se passe dans un Moyen Âge de fantaisie
dans lequel voilà, il y a des personnages historiques qu'on croise, mais qui sont déformés, un peu transformés, mais on reconnaît très bien le cadre de la Troisième Croisade. Et bon, d'une part, c'est très beau parce que le dessin est très beau. Et le scénario, du coup, ça permet en fait de livrer une vision très critique de la croisade avec un discours antimilitariste, où cette fois, vraiment, le but clairement de la BD, c'est de dénoncer l'impérialisme états-unien au Moyen-Orient. À l'heure où les États-Unis se lancent dans une nouvelle croisade, on est à l'heure de la guerre en Irak post 11 septembre, ce genre de choses. Et du coup, c'est une très belle BD, à la fois parce que l'histoire est très belle, c'est de la belle fantaisie, et parce que derrière, il y a une actualité voilà, une actualité du message que j'aime bien. D'accord, merci. Bon, on va pouvoir clôturer par la question qu'on pose toujours traditionnellement. Donc, si vous aviez un conseil à donner à un historien ou une historienne débutante, quel serait-il? De beaucoup lire, je dirais, voilà, de se forger une culture historique large, de beaucoup lire, d'écouter des podcasts, de regarder des vidéos YouTube, de fréquenter des musées, des expositions pour essayer, voilà, le plus possible de construire une culture historique très large, sans se limiter à une période ou à un thème, parce que c'est aussi de ça ensuite que vont venir bah, les recherches, les découvertes, les idées. C'est en lisant, voilà, en lisant d'autres choses, d'autres périodes, mais aussi en lisant de la philosophie, de l'anthropologie, de la sociologie, on va dire des sciences humaines et sociales, le plus largement possible pour pouvoir nourrir sa pratique de l'histoire. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour votre participation. Ça a été très enrichissant à la fois sur le thème des croisades, même si bien sûr c'est un terme qui est très, enfin, un concept qui est très large, donc on n'a pas forcément pu tout aborder, mais on a pu voir effectivement que c'est une histoire qui est en constante évolution, que aujourd'hui c'est toujours très utilisé, même dans l'imaginaire populaire. Voilà, bah, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup Merci à et vous pour votre invitation, encore une fois.